Hey! On a rencontré Fabrice de Recalbox, il nous a parlé de la dernière mise à jour Recalbox 6 et ses conseils pour faire du rétro gaming. On voit ça tout de suite avec Aurélien, générique. Eh bien, bonjour Fabrice. Bonjour Aurélien. Donc on voulait parler un petit peu avec toi, tu es donc un des développeurs de Recalbox. Alors plus précisément, en fait, moi je suis le community manager et la personne qui va être en lien finalement de faire la passerelle entre l'équipe de développement et les utilisateurs. Donc c'est moi qui suis derrière tous les comptes, réseaux sociaux, les tutoriels, les lives, le stream et puis toute la relation partenariat du projet Recalbox. On voulait savoir un petit peu si tu pouvais nous parler en quelques mots de Recalbox, qu'est-ce que le concept Recalbox en fait c'est un système d'exploitation. Alors ça c'est important à comprendre, c'est que c'est pas un logiciel, c'est pas un programme, c'est pas un exécutable, c'est vraiment un système d'exploitation à proprement parler. Donc à même titre que Android, que Windows, que macOS. Donc on est un système d'exploitation qui est totalement dédié au rétro gaming. Donc on s'installe sur des mini PC, donc ça va être par exemple des Raspberry Pi, comme vous avez comme ça, c'est des tout petits systèmes. Il va y avoir des Odroid, des PC même, puisque maintenant de plus en plus de PC on essaie de les rendre compatibles, même si c'est un petit peu compliqué parce que le souci c'est qu'il existe quasiment autant de configuration de PC que d'utilisateurs, avec parfois des petites subtilités de modem, de machin, etc. Donc c'est toujours compliqué, alors que là l'avantage c'est qu'un Raspberry Pi, le hardware il est identique pour tout le monde. Bref, en tout cas on s'installe très facilement sur ce genre de truc et c'est un système d'exploitation qui va permettre donc de rejouer à tout un pan de l'histoire du jeu vidéo, puisqu'on émule aujourd'hui une centaine de systèmes, des balbutiements vraiment de l'histoire du jeu vidéo, donc on va dire courant des années 70 jusqu'à peu près le début des années 2000, donc avant tu aies commencé à jouer. Donc il y a de la bande d'arcade, il va y avoir des consoles. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait ça va être de la console de salon, mais aussi de la console portable. Ça va être également ce que j'appelle, c'est pour ça qu'on parle d'une centaine de systèmes et non pas une centaine de consoles, puisque comme je dis, il y a une console de salon, console portable, mais aussi les ordinosaures, donc les fameux Atari, Amiga, Commodore et compagnie. Et il va y avoir aussi donc les bornes d'arcade, et c'est important aussi de parler de système, parce que les gens ont l'impression que la borne d'arcade c'est une console un peu comme les autres, alors qu'en fait pratiquement, je grossis un peu le trait parce que les puristes vont peut-être me taper dessus, mais en gros il y avait quasiment un système par jeu. En gros le jeu, il y avait toute la borne d'arcade qui était vraiment dédiée, optimisée pour faire tourner le jeu en question. Un peu comme Doom, on avait des bornes d'arcade complètement dédiées à Doom par exemple. Il y avait des bornes d'arcade, exactement, il y avait vraiment des bornes d'arcade où tout l'intérieur était vraiment dédié au jeu. Ça, après, plus tard, c'est venu avec des jeux qui pouvaient se remplacer, avec notamment la Neo Geo qui permettait de changer les jeux à l'intérieur, mais d'une manière générale, pendant longtemps en tout cas, ça a été vraiment des systèmes qui étaient vraiment dédiés au jeu en question, quoi. Donc Recalbox, ça a l'air d'être un gros projet, vous êtes combien là-dessus Alors en fait on est un projet qui est totalement libre, gratuit, open source, et donc en gros c'est vraiment notre passe-temps. On pouvait faire de la natation, on pouvait faire du ping-pong, et on s'est dit non, on va faire un truc un peu sympa qui va rappeler pas mal de souvenirs aux gens, parce qu'en fait on a tous dépassé la trentaine, j'ai dans les 35 ans, on a tous voilà entre 35 et 40 ans à peu près dans le projet, et on a tous ce côté un petit peu Madeleine de Proust que tu connaîtras un peu plus tard, je te laisse encore un petit peu le temps, mais voilà, passé la trentaine en fait on a tous un petit peu envie de replonger dans nos souvenirs d'enfance, et en gros nous c'est vraiment un passe-temps que l'on a de se lancer dans ce projet. Donc on fait ça sur notre temps libre dès qu'on peut, dès qu'on a quelques minutes, le soir, le week-end, on y passe une grosse partie de notre temps en tant que total bénévole, puisqu'il n'y a vraiment pas du tout d'argent qui est fait avec ce projet-là. C'est une assez grosse communauté, vous êtes... On est une quinzaine, on va dire, on a un noyau dur, on va dire, d'une quinzaine de personnes qui sont actives quotidiennement, vraiment tous les jours, de manière très assidue, et après on va dire on a le côté nébulaire du projet, ou d'une centaine de personnes qui participent très ponctuellement. Tu sais, c'est tout bête, mais parfois c'est le fait de faire une affiche, le fait de faire un logo, le fait de faire une traduction sur YouTube, sur une vidéo pour la rendre disponible. Aujourd'hui on a des vidéos qui sont traduites en 15-18 langues, donc c'est juste hallucinant, quoi. Il y en a même qui nous disent tiens, si vous voulez je parle le russe, je parle le polonais, je parle des trucs assez improbables, et en fait comme ça vient enrichir finalement l'accessibilité du projet. Et donc Recalbox, donc c'est plutôt dans l'esprit nostalgie, on va dire, vous essayez de jouer sur la nostalgie des gens par rapport aux jeux de leur enfance. Est-ce que vous pensez quand même aux jeunes générations qui voudraient découvrir Recalbox, découvrir un peu le rétro gaming? Ouais, on y pense de plus en plus, parce que finalement le rétro gaming c'est qu'un instantané, parce qu'en fait ce qui est rétro gaming pour moi est ancestral pour toi, ce qui est rétro gaming pour toi va être carrément nouvelle génération pour moi, parce que j'imagine que tu as dû commencer au bas mot comme ça, mais t'as dû probablement commencer avec la PlayStation 2, PlayStation 1, j'ai commencé sur la fin de la PlayStation 1, je pense, oui. sur la fin de la PlayStation 1. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se mettre un petit peu des limites, des barrières. En fait, nous, c'est tout bête, mais l'une des premières barrières que l'on a, c'est juste des barrières techniques, parce que comme je te dis, en fait, le principal mot d'ordre dans le projet, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, si on veut faire tourner la PS2,
PS3, etc. Ça va être des bêtes de compétition qu'il va falloir, et aujourd'hui le problème c'est que mettre 1000 € dans un ordinateur, on perd le côté accessible. Donc laissons le temps au temps, parce qu'un jour, j'en suis persuadé et convaincu, d'ici peut-être 4-5 ans, on pourra émuler de la PlayStation 2 sur des toutes petites cartes comme ça, sans refroidissement, sans rien, avec une petite ligne USB. J'en suis absolument convaincu. Mais il faut laisser le temps au temps, et laisser le temps que ça se démocratise, ça se vulgarise et que ça soit accessible. Et puis même, j'ai envie de dire aussi, il y a un petit côté important dans tout ça, c'est laissons les jeux se reposer. C'est-à-dire qu'en fait, si le jeu vient à peine de se finir, la vie du jeu commercial vient à peine de se finir, on est déjà en train de le réémuler, j'ai l'impression qu'on va le gâcher. Il y a des fois, on a justement tout le plaisir du rétro gaming, c'est de retrouver, ah ouais, j'avais oublié ça, ah ouais, Alex Kidd, ah ouais, Sonic, machin. Et en fait, il y a ça, il y a ce côté-là. Sauf qu'en fait, tu auras pas cet effet waouh si tu viens d'arrêter d'y jouer. Donc il y a des fois, on se dit, mais franchement, PlayStation 2, arrêtez de nous casser les pieds avec ça. Laissez-la se reposer tranquillement. Elle a mérité sa retraite. On la ressortira dans 5-10 ans, j'en sais rien, et on prendra énormément de plaisir à se replonger dans son catalogue qui était juste oufissime. Mais pour le moment, laissons-la un petit peu comme elle est. En plus, il y a aussi un autre truc, c'est que tu vois, déjà à l'époque, c'était des supports DVD. Bah, l'air de rien, tu veux une petite centaine de jeux que tu voudrais mettre sur un disque dur. Directement, tu es dans les 1 Tera, 1 Tera et demi. Donc là, on est déjà sur des capacités, on va dire, qui sortent du grand public. Donc c'est aussi pour ça. Attendons, et vous allez voir que tout va se démocratiser après un peu plus tard. Effectivement, Recalbox, on a pu le voir, c'est un système qui permet d'émuler pour le plus grand nombre, donc sur un Raspberry, sur un PC, facilement, donc des anciennes consoles allant jusqu'à la PS1, je crois. PS1, Dreamcast, PlayStation Portable, la PSP, et aussi la Nintendo 64. C'est vraiment, on va dire, ce que l'on peut faire de maximum en tout cas sur une carte comme ça. Après, on commence à s'ouvrir sur des systèmes un peu plus premium, notamment sur les PC, sur Odroid, etc. On va commencer à avoir des systèmes un petit peu plus récents. On a récemment relancé également la Saturn sur PC, tout un tas également d'arcades 3D via l'Atomic Wave, la Naomi sur PC également, et puis il y a aussi la GameCube, la Wii qui commence déjà à pouvoir être émulée assez facilement, mais tout ça toujours sur PC. Après, petit à petit, on va essayer de le démocratiser sur ces petites cartes lorsqu'elles vont devenir de plus en plus puissantes, ce qui va être le cas, hein, parce que là on est sur le Raspberry Pi 3, il y a le Pi 4 qui va pas tarder à être compatible, on l'espère, en tout cas on travaille dessus, et c'est vrai que ça va multiplier les possibilités avec des cartes plus puissantes. Effectivement, en termes de compatibilité, on a pu voir que vous aviez sorti donc Recalbox 6 il y a peu, le Raspberry Pi 3B+, je crois bien, est entièrement compatible maintenant de manière officielle. Est-ce que vous avez déjà pensé à quelques nouveautés que vous pourriez mettre sur une version peut-être future de Recalbox, pourquoi pas la 7.0? En fait, ou vous pensez avoir atteint les limites? Non, il y a aucune limite, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va avancer un petit peu, on va se rendre compte en fait qu'il y a des gens qui sont encore plus tarés que nous, et vu que le projet Recalbox s'appuie sur d'autres projets open source, en fait, là par exemple, c'est tout bête, mais l'une des nouveautés de Recalbox 6.1, c'est peut-être un détail pour certains, mais moi je trouve qu'on lance vraiment le rétro gaming dans une nouvelle ère. C'est qu'on est aujourd'hui possible de donner de la voix aux jeux rétro. C'est-à-dire que par exemple, vous jouez à un jeu coréen, et ben on a un système qui permet de traduire instantanément à la volée par un système de reconnaissance optique des caractères ce qui est écrit en coréen. On peut avoir une Google Trad instantanée, et en plus dans le logiciel il y a une synthèse vocale qui permet de lire ce qui a été traduit par Google. Alors je vous l'accorde, pour le moment on est sur de la Google Trad, hein, donc c'est encore assez précaire, voire un peu bancal, mais on va dire que dans l'essence même, en y mettant un petit peu d'imagination, on arrive à comprendre un petit peu le fil conducteur de ce qui est dit dans tout ça. Et donc du coup on a une synthèse vocale qui vient apporter de la voix aux jeux vidéo rétro qu'il n'y avait pas à l'époque. C'était impossible, la voix aurait pris beaucoup trop de place dans tout ça. Donc en fait je me dis, finalement on est encore à mon avis très très loin d'avoir puisé atteint les limites de tout ce qu'on peut tirer de ces jeux rétro. Alors bien sûr, le fait de les émuler, on fera pas plus que les émuler que ce qu'ils faisaient à l'époque, hein, bien sûr, mais par contre on va pouvoir aller leur apporter des fonctionnalités supplémentaires, des graphismes haute définition, le fait d'avoir du son de meilleure qualité, le fait d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, les sauvegardes, le rembobinage, le jeu en réseau. Aujourd'hui, là on est tous les deux dans le même canapé, mais on pourrait être à 500 km de distance. Aujourd'hui on peut jouer player 1, player 2 grâce au netplay. Sur les jeux rétro, oui. Sur les jeux rétro. Donc sur la même partie, les deux émulateurs en fait se synchronisent. Il te dit, moi je suis joueur 1, toi t'es joueur 2, et en fait c'est comme si on était dans le même canapé. Après on pourrait imaginer, pourquoi pas, inclure un système de salon, de Discord ou un truc comme ça pour pouvoir chatter en même temps. Il y a plein de choses qui pourraient être faites. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, du développement, et surtout aussi, vraiment, j'insiste sur le côté développement, parce que vu que le côté Recalbox c'est un vrai projet qui se veut vraiment accessible, et ben ce côté accessibilité demande du temps simplifié, parce que sinon, si c'est pour mettre des lignes de commande à foison, tout est faisable. Mais faire ça et que tout puisse se paramétrer à la manette et uniquement à la manette, ça devient un véritable exploit parfois, et c'est là où justement on perd beaucoup de temps pour simplifier au maximum, quoi. Et ben je rebondis sur ce que tu dis justement. Effectivement, Recalbox c'est avant tout une bonne optimisation logicielle, mais parlons un peu du matériel. Qu'est-ce que toi tu nous conseillerais pour jouer avec sur Recalbox de manière facile et sans trop débourser? Alors à l'instant T où je te parle, il va y avoir peut-être deux optiques.
que soit on part sur un Raspberry Pi 3B+, tu en parlais tout à l'heure, c'est cette carte-là qui est la carte la plus intéressante du moment, puisqu'elle vaut une petite trentaine d'euros, entre 30 et 40 euros selon le fabricant. Il y a très peu besoin d'accessoires en plus, puisqu'on est sur des choses de tout ce qu'il y a de plus standard, de l'USB, du RJ45, du HDMI, du micro USB en entrée. Et en fait, ça va largement suffire, d'autant qu'après, on peut se faire un petit boîtier comme ça. Par contre, après, on peut essayer de tomber sur des boîtiers un petit peu plus sexy qui vont permettre, par exemple, de reproduire la Mega Drive, la NES, la Super Nintendo. Il y a plein de boîtiers comme ça qui sont assez sympas. Et donc ça, pour le Raspberry, c'est vraiment top. Par contre, comme j'ai dit, le Raspberry maintenant arrive entre guillemets en fin de vie. En tout cas, pour nous, on a exploité 90%, 95% des capacités du Raspberry Pi 3B+. Le Pi 4 arrive, mais avec son lot de problèmes parce qu'il a été sorti dans l'urgence. Il était censé sortir l'été prochain et il a été avancé quasiment d'1 an dans le planning de sortie. Et je vous le cache pas, il a été bâclé, vraiment. Alors, de toute façon, maintenant, il est sorti, il est tel quel et il changera pas. Donc, c'est à nous maintenant de corriger un petit peu, colmater les fuites qui ont été faites de leur côté, les erreurs. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on patine beaucoup et qu'on met du temps à le sortir sur Raspberry Pi 4. Et que ça va... Donc, pour le moment, plutôt le 3B+. Par contre, après, il peut y avoir une alternative intéressante. C'est ce qui tourne en ce moment sur la télé. Et c'est ce que je peux vous conseiller. C'est, par exemple, de passer sur un Odroid. Donc, ça, c'est déjà disponible. C'est déjà compatible. C'est donc, en fait, finalement, quelque chose, somme toute, d'assez similaire. Sauf que là, on est sur un concurrent coréen. Ça, c'est une carte britannique. Et donc, chez les Coréens, en fait, ils ont fait le choix de mettre vraiment un truc un petit peu plus puissant. Voilà, un très gros dissipateur. Il existe soit en dissipateur, donc un système silencieux, soit avec un ventilateur qui est légèrement plus puissant, mais forcément un petit peu plus bruyant. Là, c'est une carte qui, par contre, l'avantage va sortir du 1080p 60 images secondes continu, même sur la Dreamcast, même sur la N64, même sur la PSP. Donc, c'est vraiment bluffant. On a des graphismes là qui sont mieux que ce que c'était à l'époque. Et ça vaut aujourd'hui une petite, ça vaut 70 €, quelque chose comme ça. Donc, au final, voilà, vous avez en gros un petit budget, mais je parle juste de la carte seule. Vous avez 30 € d'un côté, 70 € de l'autre. Bon, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment mes deux choix coup de cœur du moment, selon votre budget. Moi, il irait plus sur celui-là, rien que pour le 1080p 60 images secondes. Donc, c'est vrai que sur celle-ci, on va être plutôt sur du jeu vraiment à l'ancienne, avec les graphismes d'époque. C'est ça. Et là, on va plutôt lisser un peu, avoir quelque chose de plus joli, avec de la Full HD. Et surtout, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça va dépendre juste de votre utilisation. Si vous êtes très console arcade 8-16 bits, partez sur du Raspberry, honnêtement, ça suffira largement. Si vous allez vouloir un système un peu plus péchu, notamment pour de la N64, de la Dreamcast, sur des consoles qui étaient quand même un peu plus costauds, partez sur de l'Odroid. Ici, vous allez vraiment être déçu parce qu'on va vraiment arriver à l'agonie par contre de la carte. Et donc, forcément, sur certains jeux, ça va demander plus de puissance, ça va laguer et compagnie, chose que l'Odroid va absolument pas brancher du tout. Et en termes de manette, donc on voit du 8-bit-do un peu partout ici. Ouais. C'est un partenaire ou alors vraiment 8-bit-do, c'est pour vous la solution la plus pratique, la plus clé en main pour pouvoir accéder à Recalbox? Alors, c'est surtout la plus funky en fait. C'est vraiment la plus funky parce qu'ils ont réussi à faire des produits qui sont juste hallucinants. Ils arrivent à reprendre les codes de la manette. On a la Mega Drive 2 qui a été ressortie il y a pas longtemps. On a la Super Nintendo, on a la NES. Il y a plein de codes. En plus, ils jouent véritablement. Ils se sont fait connaître en fait par ces manettes Bluetooth qui reprennent exactement la manette de la Super Nintendo. Et pour les avoir testés et pour les avoir eu en main, pour ceux qui ont déjà eu cette console vraiment à l'époque, c'est juste hallucinant parce qu'ils ont réussi à reproduire le même toucher, les mêmes boutons, le même grammage du plastique, le même côté granulé. C'est juste assez hallucinant. Donc il y a vraiment pour le côté sensation, ça peut être sympa. Par contre, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'il faut toujours garder en tête quand même d'essayer de garder une manette qui soit en corrélation avec le jeu auquel vous allez vouloir jouer. Sous-entendu, par exemple, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais la N64 c'est chiant à jouer. Oui, mais parce que la N64 avait une manette à la con. Et en fait, une manette à la con qui avait finalement 3 branches, un seul joystick, 3 gâchettes, 6 boutons en façade, 6 boutons d'action en tout cas, plus les 3 gâchettes. Et donc du coup, si vous avez une manette aujourd'hui comme ça, par exemple, l'erreur que font les gens, c'est qu'en ayant une manette nouvelle génération, ils vont essayer de diriger, par exemple dans GoldenEye ou dans des jeux de FPS, ils vont essayer de diriger la caméra avec le joystick de droite. Sauf qu'il n'y avait pas de deuxième joystick à l'époque, c'était les boutons d'action C, haut, bas, gauche, droite qu'il y avait. Et donc du coup, c'est pour ça que je conseille, partez si vraiment votre cœur c'est de jouer à la Nintendo 64, partez sur une manette Nintendo 64 USB, d'avoir toujours, on va dire, un matériel, en tout cas un périphérique de jeu qui soit en corrélation avec le jeu auquel vous allez vouloir jouer. Sinon après, les sensations vont pas être les mêmes. Tout comme l'arcade. Là, il y a un stick arcade sur le côté. Moi, je dis toujours, mais si vous jouez véritablement à l'arcade, mais ne jouez pas à la manette, vous allez gâcher tout le plaisir. Le plaisir de l'arcade, c'était de jouer comme ça. Il n'y avait pas d'autofire, il fallait taper comme un bourrin, il fallait que ça fasse du bruit, c'est comme ça que ça se jouait à l'arcade dans les bars, dans les cafés à l'époque, et c'est comme ça que ça doit encore se jouer aujourd'hui. Bah écoute, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous pour l'intérêt autour du projet, puis on espère peut-être avoir l'occasion de vous recroiser et puis de refaire encore de belles choses avec vous. Avec plaisir.
Cette vidéo touche à sa fin, on remercie Fabrice de toutes les informations qu'il nous a données sur Recalbox. À ce sujet, on vous prépare une vidéo sur comment faire sa Mega Drive Mini à partir de Recalbox et pour bien moins cher. En attendant, vous pouvez retrouver notre article sur comment installer Recalbox, le lien se trouve juste ici. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu. A bientôt pour une nouvelle vidéo avec nous-mêmes et d'autres gens.